Voilà, je vous laisse lire le sujet. Alors ici, l'écueil serait de partir en se disant, bon ok c'est bon, j'ai compris le sujet, je commence à rédiger. Alors ça c'est une très très mauvaise méthode. Vous avez 3h30, le temps pour cette épreuve, il est au moins donc de 1h30, 1h3 quarts suivant la difficulté et la longueur de cette première partie. Et la première chose à faire est donc de s'approprier le sujet. Comment est-ce qu'on s'approprie un sujet? Eh bien, on va tout simplement s'arrêter sur les mots qu'on pense importants. Dans un sujet comme ça, des mots importants, il y en a plein. Et sur un brouillon, vous devez absolument passer par une phase où vous allez mettre toutes les idées qui vous viennent à partir des mots que vous repérez. C'est très très important de passer par ça, par cette étape, pour faire le tour du sujet. Même s'il y a des choses qui ne seront pas en définitive dedans, mais ça vous permettra justement de cerner, de faire le tour de ce qui est de votre sujet et de laisser de côté ce qui ne l'est pas. C'est une étape fondamentale aussi pour bien comprendre ce qu'on vous demande et de ne pas passer à côté de la problématique. Alors ici, les mots importants, je les ai soulignés ou entourés. Et on a toute une étape voilà, où il faut balancer, balancer, balancer des choses. Je vous laisse regarder. Et par exemple, un mot comme le pourtant, il est très important ce mot, puisqu'il fait appel, il suggère en fait une contradiction apparente. Donc ici, une contradiction apparente entre la diversité des génotypes dans la reproduction sexuée. On est tous différents, parce qu'on a tous des génotypes différents. Pourtant, alors que, bizarrement, on pourrait presque dire, on a tous le même karyotype. Toujours toujours non, justement, pas les gamètes. Le karyotype du type de n égale 4, par exemple, eh bien, il peut devenir n égale 2 au cours de la méiose. La méiose fait partie, avec la fécondation, des deux processus de la reproduction sexuée. Qu'est-ce que c'est qu'une reproduction sexuée? C'est quand il y a bien deux parents qui ont un enfant, deux parents, une descendance. On parle de mâle-femelle, d'homme-femme chez l'homme, chez l'humain. Il y a donc contribution de deux karyotypes. Comment, avec deux karyotypes, on garde constant le karyotype? Alors, dans les mécanismes qui vont permettre de prouver, de démontrer, d'arriver à la constance du karyotype, eh bien, on a deux mécanismes, la méiose et la fécondation. On se rappelle de ce que c'est. La méiose est un mécanisme qui permet de passer de la diploïdie 2N à l'haploïdie N. Donc le karyotype n'est pas toujours, alors, pour les individus, il est conservé, mais pour leurs gamètes, il est différent. Une fois qu'on a fait cela, on peut éventuellement essayer de cerner donc le sujet et de voir un petit peu quelles pourraient être les parties. Ici, on comprend bien qu'il ne faut absolument pas démontrer comment les génotypes sont uniques dans la reproduction sexuée, mais comment le karyotype est gardé constant. Du coup, en intro, je peux tenter de dire en quoi c'est important de parler de méiose et de fécondation pour conserver le karyotype, et que ça s'oppose à l'idée qu'on est tous génétiquement différents.
ça peut être une intro, ça peut être une idée de départ. Quand je réfléchis, je comprends assez vite que je vais avoir une première partie sur le passage de la diploïdie à l'haploïdie par la méiose et la fabrication des gamètes, et une deuxième partie peut-être sur la fécondation qui, elle, va rétablir la diploïdie à partir de 2 gamètes haploïdes. Alors ici, j'ai des idées de schéma, évidemment, hein. La méiose très propice à produire des schémas. Est-ce que c'est pas trop déséquilibré? Est-ce que j'aurais pas une trop grosse partie méiose, première partie, et une deuxième partie finalement où j'aurais moins de choses à dire? Eh bien ici, pas forcément. Et en plus, on peut l'assumer dans le sens où ça va être chronologique. Donc ces deux mécanismes-là font bien rappel de ce qu'on voit ici avec la reproduction sexuée. Je balaye bien la notion de diploïdie, d'haploïdie, de gamètes, de karyotype, qui n'est donc pas toujours constant dans les gamètes, karyotype, la contribution des deux parents. Tiens, là, il me vient une idée. Je pense à un truc là, pensez bien à montrer que les mécanismes marchent, hein, bien, si les deux parents le font. On peut garder ça en tête. Alors à partir de là, l'intro est un moment délicat. Et pourtant, il suffit d'en venir à la problématique. L'introduction est une partie essentielle qui amène la problématique. En quoi cette problématique est pertinente? Pourquoi est-ce qu'elle est soulevée à un moment donné? Alors on peut partir de considérations plus générales liées au problème, et en même temps on peut définir les termes, puisque souvent définir les termes, en fait, cela va faire jaillir justement les contradictions. Alors, quand on ne sait pas comment partir, eh bien, je le redis, on définit les termes importants du sujet. On met en exergue, en évidence, certains faits et leur incompatibilité apparente, en tout cas des différences intéressantes. Ici, entre le karyotype et le génotype, on voit bien que la reproduction sexuée en produit de nouveau pour les génotypes ou garde constant l'autre, le karyotype. Alors on peut partir éventuellement comme ça, si c'est ça l'idée. Et en même temps, donc, il conserve le karyotype, celui de l'espèce. Ce qui fait que la méiose pourra toujours fonctionner et que c'est très important finalement pour la cellule d'avoir quelque chose comme ça qui se conserve, hein, comme le karyotype. On annonce alors la problématique. Comment, au cours de la reproduction sexuée, le karyotype de l'espèce peut-il être conservé alors qu'il y a contribution de 2 parents? Comment je peux conserver le nombre de chromosomes chez le descendant alors que les 2 parents sont censés en apporter? Ici, en introduction, j'aurais aussi pu définir d'ailleurs le karyotype. Donc, j'amène la problématique, j'ai des considérations générales, je vois une piste propice pour arriver en fait à ma question, un chemin en fait qui m'amène à ma question, génotype différent mais karyotype identique. Alors, comment c'est possible que le karyotype soit conservé? Et j'annonce le plan. Alors je n'oublie pas la considération très importante, la contrainte qui m'est donnée de raisonner à partir de 2n égale 4. Donc en considérant le karyotype d'une espèce 2n égale 4, nous verrons dans un premier temps comment la méiose permet de faire passer les futurs gamètes d'un stade diploïde à un stade haploïde, puis nous envisagerons leur contribution dans la fécondation qui verra le rétablissement de la diploïdie et le retour au karyotype de départ. Donc j'annonce les choses et bien sûr je ne résous rien là, j'annonce. Le plan,
Ça, je pense qu'il faut que ce soit comme l'introduction posée sur votre brouillon. Donc ici, je choisis un plan extrêmement classique, hein, grand 1 à la méiose. J'annonce, hein, de la diploïdie à la ploïdie. Je peux phaser, hein, avec la première division de méiose, et là il y a toute l'explication qui vient, hein, en rédaction sur la séparation des paires d'homologues, les différentes phases, prophase, métaphase, anaphase, télophase, l'éventuelle contribution des fuseaux, hein, de la cellule, hein, qui permettent cette séparation des chromosomes. Pas éventuellement, obligatoirement donc l'accompagnement de schémas, bien sûr. Et là, ce qui est important de noter, c'est que si le plan est sur votre brouillon, hein, la rédaction, elle, va se faire sur votre feuille de sujet, sur votre copie. Je pense qu'il est illusoire de vouloir rédiger au brouillon d'abord pour recopier après. C'est une perte de temps. Si vous avez bien réfléchi justement à votre sujet ici, il n'y a pas besoin d'en passer par une phase de brouillon. Réfléchissez bien à la phrase que vous allez écrire avant de l'écrire. Ayez-la bien en tête du début à la fin, et ensuite vous l'écrivez. Si vous procédez de la sorte, il n'y a aucune raison de passer par une phase brouillon pour ce qui est de la rédaction du corps du devoir. Je pense que pour l'introduction, oui. Je pense qu'elle doit être rédigée sur le brouillon, parce qu'elle va évoluer. Et une fois que le plan est fait, on se lance. Donc deuxième division de méiose, petit 2, le schéma toujours, et grand 2, donc la fécondation rétablit la diploïdie, avec ici quelque chose d'important, donc c'est ce qu'on va appeler la transition. Okay, au niveau de la rédaction, une petite phrase qui va résumer rapidement ce qu'on vient de voir pour annoncer la suite. Et la conclusion. Alors la conclusion, résume en quelques phrases la démonstration. Alors souvent, les candidats prennent ça pour une phrase très, très générale. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut être vraiment complet et qu'il faut être très synthétique. Ici, en 3 phrases, le sujet résume l'ensemble de la démonstration. Nous avons ainsi montré que la méiose, en permettant la séparation des chromosomes homologues en première division, puis la séparation des chromatides en deuxième division dans 4 cellules filles, permettait de créer 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule mère. La fécondation réunissant les noyaux des 2 gamètes met en commun 2 lots haploïdes de chromosomes et rétablit la diploïdie. C'est très synthétique, mais c'est complet. Et la conclusion va ouvrir donc sur une autre problématique. C'est la fonction de la conclusion, c'est de montrer que finalement, tout se tient en fait dans nos connaissances. Et éventuellement, tout se tient par rapport à ce qui reste à découvrir. Alors qu'est-ce qui peut nous venir là à l'idée si on voulait ouvrir sur une autre problématique? Eh bien au moins 2 choses. Cette fameuse diversité allélique dont on a parlé au départ, que permet la méiose et la fécondation, que permettent la méiose et la fécondation, et éventuellement les anomalies de méiose, puisque le sujet indiquait clairement que le karyotype était conservé, et en fait vous savez que ce n'est pas toujours le cas, il y a des anomalies de méiose. Donc on pourrait terminer en disant que la reproduction sexuée permet ainsi une conservation du karyotype au cours des générations, mais elle est aussi source d'anomalies de méiose qui permettent la survenue de karyotypes anormaux. Méiose et fécondation sont aussi la source d'une formidable diversité allélique qui font que chacun d'entre nous est unique. Et là, on peut annoncer éventuellement les brassages intra- et interchromosomiques. Voilà pour cet exemple de synthèse, de partie 1 au bac, qui pourra vous aider. Et j'attends vos questions sur le forum. Bon courage!